Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de ce journal. Le candidat Pereira, qui se veut être modernisateur, est considéré comme le favori du scrutin. Et les attentes sont énormes. Notre futur président devra réformer la Guinée-Bissau, changer le système éducatif, l'administration et le secteur de la santé. Nous faisons campagne parce que nous voulons des résultats. La population souffre. Une longue lutte de pouvoir au sein de la majorité a provoqué une crise préélectorale. Depuis le 29 octobre dernier, le pays a connu de Premier ministre pendant environ 10 jours. Le président José Mario Vaz a finalement cédé à la pression de la CEDEAO et de la communauté internationale en réhabilitant le Premier ministre Aristide Gomez, mandaté pour organiser cette présidentielle. M. Vaz sera le premier président démocratiquement élu à pouvoir terminer un mandat complet. Je respecte le peuple bissau-guinéen qui, malgré son mauvais choix en élisant José Marie Vaz, a essayé de le respecter en tant que chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat. Maintenant, son mandat est fini, il doit céder le pouvoir et laisser au peuple bissau-guinéen le choix d'élire librement un autre dirigeant. Près de 700 000 électeurs sont appelés aux urnes. Les premières tendances sont attendues en début de semaine prochaine. Les résultats provisoires doivent être proclamés le 27 novembre. Un second tour hautement probable est prévu le 29 décembre. Cette visite est une occasion pour les membres du mouvement des 12 revendications de remonter le moral de ces victimes de Hissène Habré qui ont été violemment réprimées à coups de gaz lacrymogène par la police nationale au cours d'une marche pacifique mardi. Donnez-nous un peu de l'eau, s'il vous plaît. Donnez-nous de l'eau. Une marche pour exiger de l'État tchadien leur indemnisation. En mars 2015, 20 ex-agents de la DDS, Direction de la documentation et de la sécurité, ont été condamnés par la justice tchadienne à payer aux victimes une somme de 75 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts, et l'État tchadien civilement responsable doit s'exécuter à hauteur de 50%. Votre lutte est noble, et cette lutte n'est pas pour vous, mais c'est pour nous, vos fils et vos enfants. Nous vous rassurons qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous joignons à vous pour une synergie dans cette lutte, car cela fait partie de nos 12 points de revendication. Nous réalisons à sa juste valeur que toutes les actions que nous menons galvanisent de plus en plus la population tchadienne, sinon la jeunesse tchadienne. La semaine qui arrive s'annonce décisive car les victimes et la plateforme du mouvement des 12 revendications programment une autre marche pacifique pour le lundi. Probablement, ils feront encore face à la police. André Kodoumadingar pour VOA Afrique, N'Djamena. Une file de camions bondés de filets d'oignons au marché 8e à Yaoundé. Amadou expédie cette denrée au Gabon et au Congo depuis 23 ans. Ces dernières années, l'activité, dit-il, est jonchée d'entraves. On donne chaque contrôle 20 000 jusqu'à la Libreville. Cameroun comme Congo, c'est la même chose. Je ne sais pas ce problème, ça vient d'où. Mais la douane, on n'a pas de problème. L'entrave à la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC a également porté un sérieux coût financier à cet expéditeur de vivres frais au Gabon qui s'approvisionne dans ce marché de la capitale. Pour quitter le Cameroun, j'ai dit Yaoundé, pour arriver au Gabon, il faut au moins 800 000 francs de frais de route. Et ce camion doit rentrer au Cameroun pour venir recharger. Ça rentre à vide. Il faut au moins 210 000 de frais de retour. Pour ne pas faire faillite, le tonnage des camions se fait désormais hors norme. Ousmanou en est conscient. Il s'apprête à prendre le volant pour un énième voyage vers Libreville. Je connais là le niveau où il faut arrêter le chargement. Bon,
Si on me verbalise, je vois que c'est tout à fait normal, puisque je suis en infraction. La frontière terrestre Cameroun-Guinée équatoriale a été fermée plus d'une fois aux grandes dames des commerçants camerounais dans la ville frontalière de Kiossi. Emmanuel Jules Tap pour VOA Afrique, Yaoundé. Cette semaine, de nombreux témoins ont déclaré devant le parlementaire que des proches de M. Trump, notamment son avocat personnel Rudy Giuliani et son ambassadeur auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, ont fait pression sur Kiev. Jeudi, Fiona Hill, ancienne experte de la Russie au Conseil national de sécurité, a évoqué sa frustration face à Sondland en juillet alors qu'il tentait de proposer aux Ukrainiens une réunion à la Maison-Blanche en échange d'une enquête sur l'ancien vice-président Joe Biden. Il était impliqué dans une affaire de politique intérieure et nous étions en politique étrangère et ces deux choses ne sont pas pareilles. Fiona Hill a également rejeté une allégation républicaine selon laquelle Kiev, et non Moscou, était derrière l'ingérence des élections de 2016 aux États-Unis. C'est un récit fictif qui a été propagé par les services de sécurité russes. La triste vérité est que la Russie était la puissance étrangère qui a systématiquement attaqué nos institutions en 2016. Le président Trump, de son côté, n'a pas varié dans son discours. Voici le dernier mot du président des États-Unis. Je ne veux rien du tout. M. Trump fait référence au témoignage mercredi de l'ambassadeur Sondland sur une conversation téléphonique au cours de laquelle il aurait dit qu'il ne voulait aucune contrepartie. L'ambassadeur Sondland a rappelé avoir eu une conversation avec Trump le 9 septembre, le jour même où les démocrates de la Chambre ont annoncé qu'ils vont ouvrir une enquête sur le gel de l'aide à l'Ukraine. Cela pourrait indiquer que Trump voulait s'exonérer avec cet appel, mais de tels détails n'intéressent pas la plupart des Américains. Les tenants et les aboutissants sont difficiles. Est-ce que Trump est pour ou contre l'Ukraine? Que se passe-t-il exactement? C'est difficile à comprendre pour la part des électeurs, raison pour laquelle ils vont faire appel à des sources fiables pour comprendre. Les sondages montrent que la majorité des Américains disent que rien de ce qu'ils attendent de cette enquête ne leur fera changer d'avis. Cet événement de 3 jours, aujourd'hui dans sa 2e année, a bénéficié de l'appui de plusieurs investisseurs et organisations impliquées dans la technologie. Utiliser les aptitudes de nos jeunes pour découvrir des solutions innovantes en utilisant la science et la technologie constitue notre chance de relever ces défis. Salam, une banque du pays, a promis de mettre 5 millions de dollars à la disposition des innovateurs et des entrepreneurs pour les 3 prochaines années. Elle offrira également un accès aux fonds fournis par iRise, le tout premier pôle d'innovation technologique en Somalie, qui favorise la collaboration entre innovateurs et investisseurs. Le sommet constitue une excellente occasion pour la Somalie, pour ses citoyens et en particulier pour les jeunes comme vous-même de débattre de l'avenir de leur pays et d'explorer de nouveaux moyens de surmonter des problèmes tels que le changement climatique, la rareté de l'eau et d'atteindre finalement les objectifs de développement durable grâce à l'innovation et à la technologie. Sadra Beauty Company, une équipe entièrement composée de filles fabriquant des produits de beauté, a été sacrée lauréate du prix Meilleure Innovation, décerné au sommet pour sa jeune entreprise. Nous fabriquons différentes lotions, comme celle composée d'un mélange d'avocat et de cactus et celle de carottes. Nous produisons également du baume à lèvres que les gens utilisent pour empêcher leurs lèvres de gercer par temps froid. Il ne contient aucun additif et peut être utilisé par les hommes comme par les femmes. Une autre attraction, l'application mobile de banque de sang Hibei, qui signifie donneur en langue somalienne. Elle a été développée par un groupe d'amis après l'attentat meurtrier du 14 octobre 2017 à Mogadiscio, qui a fait au moins 587 morts. Comme chaque matin, M. Wanda retrouve ses apprenants. Pendant 45 minutes, il leur dispense les bases de la langue anglaise. Cette opération, il la répète jusqu'au soir et voit ainsi défiler toutes les catégories socio-professionnelles de la société, avides de maîtriser l'anglais. Aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas besoin d'aller forcément aux États-Unis, au Ghana, tout près de nous ici, pour apprendre l'anglais. Parce que nous, on a eu la chance déjà d'aller dans ces pays-là apprendre et on est revenu au pays former les apprenants. Les résultats sont très positifs. Ces projets débutés il y a plusieurs années commencent à avoir pignon sur rue. Et en l'espace d'une décennie, on veut s'ouvrir de nouveaux instituts qui inondent maintenant la capitale économique ivoirienne.
Je peux dire de façon locale, sans hésitation, qu'on peut se former en anglais, on peut avoir le rudiment en anglais et on peut travailler avec l'anglais. L'idée déjà, c'est de pouvoir aimer la chose et de se mettre en conscience qu'on aura peut-être forcément l'anglais comme outil de travail. Malgré des frais s'élevant en moyenne à 75 000 francs CFA par mois pour les instituts les plus cotés, beaucoup d'Ivoiriens ont décidé de parfaire leur formation dans la langue anglaise en demeurant sur place. À chaque formation, il y a toujours une attestation, un certificat qui est délivré aux apprenants. Les professeurs qui sont ici sont tous rompus à la tâche, très chevronnés et qui ont toujours donné une meilleure formation. Mais peut-on vraiment apprendre l'anglais en restant dans un pays totalement francophone? Ceux qui vous disent qu'on peut tout faire ici, ce n'est pas possible. Les apprenants au sortir d'ici, autour d'eux, c'est français qu'on parle. Donc du coup, ce qu'ils ont appris a tendance à se perdre. Un apprenant qui fait une formation d'un centre de langue en Côte d'Ivoire a besoin de se déplacer dans un endroit où on ne parle que l'anglais. Dans un contexte où la pratique de l'anglais devient quasiment indispensable, une plus grande implication de l'État ivoirien permettrait non seulement d'assainir le secteur, mais aussi de renforcer les capacités de ces instituts. Bonsoir à tous. La CAN des moins de 23 ans dont la finale se joue présentement au Caire, en Égypte donc, et ça se joue entre le pays hôte, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Le score est de 1 but partout. C'est la pause du côté du Caire et donc les deux équipes se dirigent tranquillement vers les prolongations. Et bien avant, quelle que soit, disons, l'issue de ce match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, eh bien, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. En effet, en match de classement, les Bafana Espoir sont venus à bout des Ghanéens au tir au but avec 6 tirs réussis contre 5. Le score était de 2-2 à la fin du temps réglementaire. Cette troisième place permet donc à l'Afrique du Sud de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et puis, John vous l'annonçait en titre, Moussa Mariga a été désigné meilleur joueur du FC Porto, arrivé dans le club portugais en 2016. L'international malien a été honoré par le trophée de meilleur joueur de Porto, donc sur l'année civile 2019. Il a crevé l'écran la saison dernière avec 17 buts en 42 matchs, toutes compétitions confondues. Et malgré ces buts importants, son club a fini deuxième derrière le Benfica avec une différence de 2 points. À l'entame de cette nouvelle saison, eh bien, Moussa Mariga a déjà planté 4 buts en 8 matchs dans le championnat portugais. Et puis, la Super Coupe d'Afrique aura lieu au Qatar. Cette rencontre qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions, l'Espérance de Tunis cette année, aux Zamalek d'Égypte. Vainqueur de la Coupe CAF se jouera le 14 février prochain à Doha au Qatar. Ainsi en a décidé la CAF lors d'une réunion, disons, tenue hier au Caire. Mortada Mansour, on se rappelle, président du Zamalek, avait récemment menacé de boycotter le match s'il était programmé au Qatar avec l'Égypte, avec qui, disons, l'Égypte a rompu ses relations diplomatiques depuis 2017. Ici, en NBA, Giannis Antetokounmpo reste intraitable face à Portland. Le Grec d'origine nigériane a établi un record personnel de 15 passes décisives et a réussi son deuxième triple-double de la saison. Il a signé aussi 24 points et 19 rebonds permettant à Milwaukee de dominer Portland 137 à 129. Cette 6e victoire consécutive propulse les Bucks à la tête de la conférence Est avec 12 victoires et 3 défaites. C'est le 16e triple-double de la carrière du meilleur joueur de la NBA. Dans l'autre match de la nuit dernière, eh bien, Phoenix l'a emporté pour la 3e fois consécutive sur le parquet de la Nouvelle-Orléans, 124 à 121. C'est en revanche le 3e revers d'affilée pour les Suns. Voilà, c'est tout pour les sports. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. À Lagos, la capitale commerciale du Nigeria, ces personnes atteintes de maladies chroniques travaillent sur un projet de peinture. C'est de la thérapie par l'art. Peter Osokoya est atteint de drépanocytose, une maladie du sang héréditaire qui affecte les globules rouges. Il vient le plus souvent ici pour participer aux séances afin de se sentir mieux. C'est thérapeutique pour moi parce que c'est amusant. Ça te donne la possibilité d'être créatif quand tu fais de l'art. Parce que l'art est en soi, je ne dirais pas créatif, mais il fait ressortir le meilleur de toi. C'est ce que l'art fait pour toi. De la musique et quelques pas de danse, il n'en fallait pas plus pour apporter un peu de bonheur dans la vie de ses patients. L'ONG Tender Art Nigeria, fondée en 2016,
gère ce programme en organisant gratuitement des activités de ce genre dans les centres de santé et les hôpitaux du pays. Objectif, établir des relations entre les patients, les moniteurs et les travailleurs de la santé. Nous avons compris que l'art joue un rôle dans la guérison de presque tout le monde. Ce n'est pas donc comme si nous choisissions des personnes avec qui travailler, mais plutôt des personnes qui sont actuellement aux prises avec une maladie ou qui ont besoin de quelque chose d'autre pour compléter les soins de santé qu'elles reçoivent déjà. Il existe des preuves empiriques, comme je le disais, que les admissions à l'hôpital sont réduites lorsque les patients sont impliqués dans l'art, non seulement en tant que thérapie, mais aussi s'il est inclus partout dans leur environnement. Les artistes sont invités à offrir leurs services et à se produire une fois par semaine dans les hôpitaux du pays. Plus de 15 000 patients ont bénéficié du projet au Nigeria, au Ghana et en Afrique du Sud. Et c'est en voiture qu'on se quitte. Excellent week-end à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.